Cet événement, cette table ronde, est organisée par, je me présente en premier lieu, Céline Métivier. Je suis du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome et l'événement est organisé par le Comité Conditions de travail du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Pour les prochaines fois, je dirais RQAK pour les intimes. Donc, le mandat du comité, c'est de développer des outils de réflexion pour améliorer les conditions de travail dans le communautaire. Je voudrais commencer par remercier les membres du comité. Donc, Ophélie Couspa, qui va être notre animatrice tantôt. Caroline Forgette-Galipeau du regroupement des maisons de jeunes, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous. On a tous des engagements qui se chevauchent. Annie Kim Descaries, qui va être là aussi, qui est là avec nous et qui va aider pour le clavardage. Et j'ai ma collègue Marie-Lie Beausoleil, qui ne peut pas être là présentement, elle est en congé, mais je tenais à souligner toutes les démarches qu'elle a faites pour la tenue de cet événement. Donc, je la remercie, même si elle n'est pas là. Je voulais aussi vous mentionner que nous, au comité, outre le fait d'organiser des discussions, des webinaires, le comité a aussi eu un gros travail étant donné que le but, c'est d'outiller les organismes sur les conditions de travail. Nous avons fait un micro-site sur les conditions de travail qui s'appelle nosconditionsak.org. On vous la mettra dans le chat tout à l'heure. C'est une plateforme qui met à la disposition des organismes toutes sortes de ressources pour les accompagner pour l'amélioration des conditions de travail. Et c'est un microsite qui est présenté en trois axes. Il propose des exemples, des modèles, des références pour bonifier les pratiques qui touchent les salaires, les avantages sociaux, le bien-être au travail et toutes sortes de guides et de politiques générales qui peuvent être utiles aux organismes. Donc, ça fait partie des éléments que le comité a mis sur pied. Alors, ça, c'était ma petite introduction pour vous remercier tout le monde d'être là. Et là, je passe la parole à Ophélie Cousperet qui va animer cette rencontre. Ben, merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravie de pouvoir vous compter parmi nous cet après-midi pour réfléchir revenus et salaires. Alors, un petit mot simplement pour vous expliquer un petit peu le déroulement. Vous avez déjà reçu la fiche là, puisque vous êtes inscrit. Alors, en rappel, donc on a une petite heure pour commencer. On va avoir trois conférenciers, donc une vingtaine de minutes par conférencier qui vont nous renseigner, là, discuter des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Ensuite, on va avoir un 20 minutes d'échange et de questions avec les panélistes. Fait comprenez là que entre les intervenants, on n'aura pas nécessairement de pause. On va enchaîner les interventions. Alors, notez vos questions. On va avoir un 20 minutes d'échange questions. Si vous le souhaitez, ben, au pire, posez-les aussi quand même dans le chat. Annie Kim, là, qu'on vient de vous présenter, va être à l'affût aussi pour être alerte, en tout cas, de vos questions. Mais sinon, vous allez être invité à les poser vous-même également à cette période-là. On va prendre une toute petite pause parce qu'on a seulement 2 heures ensemble. Donc, un petit 5 minutes à la fin de cette période-là. Et on se garde un 20 minutes parce qu'on veut collectivement réfléchir avec vous là, à tout ce que ça aura pu nourrir comme réflexion, là, ces échanges-là. Donc, un dernier 20 minutes ensemble par la suite d'échanges, discussions. Voilà, puis je répète peut-être les consignes pour ceux et celles qui ne les auraient pas entendues, qui viennent d'arriver. On enregistre donc la période de discussion et d'échange avec les panélistes et ensuite la réflexion. Les discussions ne seront pas enregistrées. En fait, non, je vous ai menti. Ça commence bien. L'échange, les trois panélistes vont être enregistrés, mais la période de questions ne sera pas enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas que, par exemple, votre visage apparaisse dans l'enregistrement, tout ça, on vous invite le temps des présentations à fermer vos écrans. Et par la suite, on sera entre nous là, pour en discuter, donc pas de problème avec ça. Est-ce que les consignes étaient claires? Est-ce que tout le monde est bien à l'aise avec tout cela? Excellent. Alors, ben, moi,
repasse la parole à Céline. Elle va vous présenter nos conférences. Alors, nous allons aller dans cet ordre de présentation. Nous allons avoir en premier Stéphane Enfield, qui est co-coordonnateur du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec. Je vous les nomme les trois, puis après, on va vous présenter, représenter la première intervention. On a aussi, en deuxième lieu, Serge Petitclerc, qui est coordonnateur du collectif pour un Québec sans pauvreté. Puis finalement, on va terminer avec Guillaume Tremblay-Boilly, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Donc, pour commencer, nous avons Stéphane Enfield qui a intitulé sa présentation Le revenu social universel garanti, un projet de société par et pour les personnes assistées sociales. Alors, Stéphane, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Bam. OK. Fait que, ben, sans surprise, aujourd'hui, je vais vous parler du revenu social universel garanti. Euh, je vais juste présenter vite, vite le groupe de recherche avant, tant qu'à avoir cette occasion-là, vous dire qu'est-ce qu'on fait nous autres. Fait que le groupe de recherche, on fait des ateliers d'éducation populaire pour parler de pauvreté, de richesse et de solutions aux inégalités. On fait aussi des liens entre le milieu de la recherche et le mouvement communautaire de lutte à la pauvreté. Et on fait ces liens-là, entre autres, à travers notre infolettre, où on parle de l'actualité, des mobilisations, de l'éducation populaire et de la recherche en lien avec les inégalités sociales. Fait que si ça vous intéresse, moi aussi, je vais vous mettre le lien dans le chat si je retrouve Zoom. Euh, ça part mal. OK, j'ai retrouvé Zoom. Bam, je mets ça là. La dernière est sortie ce matin. Fait que si vous voulez celle de ce matin, vous pouvez aller sur notre Facebook. Elle est là avec le lien pour s'inscrire, tout le kit. Puis on met beaucoup d'efforts, sincèrement, sur notre infolettre là, pour vulgariser ce qu'il y a dedans, puis bien expliquer les thèmes. Euh, Autre affaire. Aujourd'hui, je voudrais commencer par un petit brise-glace parce que trois invités, puis nous écouter 1 heure, c'est un petit peu long. Fait que je vais essayer de vous faire participer un petit peu. Fait que j'aimerais savoir, étant donné qu'on parle aujourd'hui d'un projet de société par et pour les personnes assistées sociales, si vous pouvez m'écrire dans le chat, c'est quoi les critiques que vous avez, soit personnellement ou dans vos organismes, par rapport à l'aide sociale? Fait que vos critiques par rapport à l'aide sociale. Pendant que vous réfléchissez à ça puis que vous l'écrivez, je vais commencer à vous présenter un petit peu, là, grosso modo, le sujet de ma présentation. Mais je vous laisse faire ça. Fait que le revenu social universel garanti, c'est un projet de société. Fait que c'est pas juste un service public, ça vient avec toute une vision de la société qui est pensée et revendiquée par les personnes assistées sociales qui sont réunies dans le Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Et ce projet-là est revendiqué depuis 1996. Fait que ça fait presque 30 ans. Je calcule-tu comme il faut? Euh, Fait que pourquoi est-ce que je vous ai demandé de partager les critiques que vous faites à l'aide sociale? Puis là, je vois que ça pleut là, dans le chat. Visiblement, il y a beaucoup de critiques envers l'aide sociale. Ça tombe bien parce que nous autres, on en a beaucoup aussi. Pourquoi je vous demande de partager vos critiques? C'est parce que le revenu social universel garanti part des problèmes de l'aide sociale et vise à répondre aux problèmes que les personnes assistées sociales vivent pour, à la fin, proposer une société qui serait sans pauvreté, puis qui reconnaîtrait la contribution de tout le monde à la société, peu importe que cette contribution-là soit faite dans le cadre d'un emploi ou pas. On n'a pas besoin de salaire pour contribuer à la société. Fait que je vois que ça parle beaucoup de montants trop bas, de ressources trop faibles, de stigmatisation, qu'on ne peut pas vivre avec le chèque de l'aide sociale, ça ne convient pas aux gens. Fait que je pense qu'on est bien parti, il n'y aura pas trop de surprises dans les problèmes de l'aide sociale dont je vais parler. Fait que d'où ça vient le revenu social? Dans les années 90, il y a une recherche qui a été faite avec des personnes assistées sociales qui a montré qu'il y a 5 barrières qui empêchent les personnes assistées sociales d'exercer leur citoyenneté.
Ces barrières-là, je vous les présente rapidement. La première, c'est la pauvreté. Les montants de l'aide sociale, il y en a qui l'ont mentionné, c'est pas assez gros pour couvrir les besoins de base des personnes. Fait qu'évidemment, quand on a de la misère à manger à tous les jours, à payer son loyer, à se payer l'autobus, c'est difficile de participer à la société. Cette pauvreté-là, à la base du revenu social, on considère que c'est un choix politique qui veut garder un écart entre le salaire minimum et l'aide sociale. Fait que c'est un choix. La deuxième barrière à l'exercice de la citoyenneté, c'est la discrimination et les préjugés qui justifient qu'on laisse les personnes assistées sociales et pas que dans la pauvreté sans chercher à comprendre leur situation. La troisième barrière, c'est le système d'aide sociale qui surveille, contrôle et punit les personnes assistées sociales. Juste un petit mot sur l'aide sociale, pour ceux qui ne sauraient pas, en ce moment, le montant de base, c'est 807 $ pour un mois. Si on veut avoir plus d'argent que ça, il faut prouver à l'aide sociale qu'on a une bonne raison de ne pas travailler, par exemple une maladie, puis c'est pas facile de faire prouver ça. Mettons, s'il y a une coquille sur le formulaire ou le médecin se trompe de date ou oublie de le signer, il faut recommencer du début, puis ils ne t'avertissent pas. C'est à toi à t'en rendre compte. À l'aide sociale, si tu essayes d'être moins pauvre, tu es puni. Fait que si tu travailles, on va t'enlever tous tes revenus au-delà de 200 $ par mois. Si ta mère te paye une épicerie, tu vas être coupé sur ton chèque. Puis tu reçois moins d'argent, par exemple, si tu es en colocation ou si tu es en couple. Plein de manières que l'aide sociale laisse les gens dans la pauvreté. Puis pour vérifier tout ça, l'aide sociale a le droit de fouiller dans le compte en banque des personnes, de stalker le monde sur Facebook, de parler aux voisins des personnes, tout ça sans mandat parce que simplement le fait d'être à l'aide sociale, ça fait déjà de toi un fraudeur présumé. Fait que c'est ça le sentiment là, qu'on a. Quatrième barrière à l'exercice de la citoyenneté, c'est le manque de formation qui est adapté au rythme d'apprentissage puis aux besoins des personnes assistées sociales. Et la cinquième barrière, c'est le marché du travail qui ne propose pas d'emploi respectueux des limites et des capacités des personnes, ce qui fait que quand les gens retournent travailler parce que le chèque est trop petit, elles refont un burn-out, elles n'ont pas eu le temps de prendre soin d'elles, etc. Puis au final, il y a des allers-retours là, entre l'aide sociale et le travail, souvent avec des conditions de travail assez pourries. Les barrières à la citoyenneté, ça ne touche pas seulement les personnes à cité sociale. Ça touche aussi les personnes employées au salaire minimum, les personnes qui ont des emplois précaires, les étudiants, les étudiantes, les personnes sur le chômage, les chefs de famille monoparentales, les personnes retraitées. Vous avez peut-être même encore d'autres idées. Puis au total, grâce aux chiffres d'ailleurs de l'IRIS, on calcule qu'environ une personne sur cinq n'a pas assez d'argent pour vivre dignement et sortir de la pauvreté, selon la mesure du revenu viable là, qui va nous être présentée tantôt. Fait que pour briser ces barrières-là, puis donner l'occasion à tout le monde de contribuer à son maximum à la société, les personnes à cité sociale revendiquent le revenu social universel garanti. Fait que là, encore un petit peu de participation, j'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat, c'est quoi les solutions que vous avez, soit vous-même ou vos organismes, les solutions pour sortir les gens de la pauvreté, puis leur permettre de contribuer à la société à leur plein potentiel. Fait que là, cette fois-là, je vais vous laisser un petit 30 secondes de silence pour réfléchir à ça, puis écrire ça dans le chat, me permettre de prendre un petit break. Une petite chanson pendant ce temps-là? Ben là, le monde qui met un revenu universel garanti, c'est un peu de la triche, là, c'est déjà ça que je dis. À date, ça parle de revenus, de logement social, services publics. Un petit 10 secondes de plus. Super. Fait que je vois des formations,
coopérer. Oh, là, tout le monde envoie ses idées en même temps. Augmenter le salaire minimum, accompagner les gens, pas considérer que le travail est nécessaire à la contribution de la société. Pardon, on va Euh, changer d'interprète. Pas de problème, allez-y. Peut-être, juste, désolé de l'intervention, peut-être épingler mon collègue aussi, pour que moi et mon collègue soient épinglés les deux. Ça va être plus facile. Yvan Boucher. Parfait. On a le relais de l'interprète qui est arrivé. Super. Fait que je vois plein de belles propositions dans le chat. Je les lirai pas toutes parce que je suis là pour vous parler du revenu social. Mais vous allez voir, le revenu social, ça intègre plusieurs des propositions que vous avez faites. Fait que c'est quoi le revenu social? À la base, le revenu social, c'est un montant d'argent qui est donné à tout le monde. C'est le bout de revenu. C'est aussi des services publics gratuits ou accessibles et de qualité. Ça, c'est le bout social. Et le revenu et le social sont universels et garantis. Fait que ça veut dire que tout le monde a droit sans condition. Fait que je vais développer un petit peu là-dessus. Le revenu, il doit être décent. Fait que ça veut dire qu'il est suffisant pour couvrir les besoins essentiels. Il doit être universel, je l'ai déjà dit. Ça veut dire que tout le monde le reçoit, peu importe ses revenus et son occupation. Il est individuel, donc il est versé à chaque personne de la famille, peu importe le revenu des autres membres de la famille. Fait que si on est en couple avec quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, on a notre propre montant à nous. C'est important. Le revenu, il est inconditionnel aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Fait qu'il n'y a pas besoin de prouver qu'on le mérite. Il n'y a pas besoin d'avoir cotisé assez. Il n'y a pas besoin de faire des démarches pour se trouver un emploi. Rien de tout ça. Il est cumulable. Ça veut dire qu'on peut l'additionner avec d'autres revenus, comme un salaire ou d'autres prestations du gouvernement. Puis, si on gagne plus que ce qu'on a de besoin, on repaye par l'impôt. Et le revenu est à vie. Ça veut dire qu'il est donné automatiquement aux personnes de leur naissance jusqu'à leur mort. Et ben, les parents reçoivent le montant de leurs enfants quand ils sont mineurs. Mais il y a quand même un montant pour les enfants. Dans le volet social, il faut des soins de santé physiques et psychologiques gratuits. Fait que ça, on pense à tous les soins, le médecin, le psychologue, nutritionniste, physio, etc. À tous les tests médicaux aussi, comme les prises de sang, par exemple, à tous les traitements, fait que les médicaments couverts au complet, les orthèses, les suivis psychologiques, etc. Aux soins dentaires, fait que l'examen, les soins, les dentiers, etc. Et les soins des yeux, l'examen de la vue et les lunettes. Là, tout ça, c'était les soins de santé, là, mais il y en a beaucoup des soins de santé et c'est important. Dans le social, il y a aussi l'école gratuite du primaire jusqu'à l'université, une aide juridique accessible, du transport en commun accessible, des logements accessibles et au-delà de tout ça, aussi prendre en compte les besoins spécifiques des personnes qui vivent, par exemple, avec un handicap ou avec des maladies particulières, là. Fait que soit avec un revenu de plus ou des services publics spécifiques encore gratuits. Fait que pourquoi le revenu social? Les personnes assistées sociales considèrent que ça a beaucoup d'avantages, un revenu social. Le premier, c'est un meilleur respect des droits humains. Fait que, par exemple, le droit à un revenu suffisant pour couvrir nos besoins de base et ceux de nos familles, le droit au logement, on peut probablement en mettre beaucoup d'autres là-dedans. Le revenu social permettrait aussi une plus grande autonomie financière. C'est quelque chose de très important pour les personnes à cité sociale parce que si tout le monde peut couvrir ses besoins de base et ceux de ses enfants, on réduit les chances que les gens soient dépendants de leurs conjoints, de leur famille ou de leurs amis. Puis, ça permet de sortir des situations de violence et d'abus. Le revenu social permettrait aussi de briser le cercle vicieux de la pauvreté
Quand on vit la pauvreté ou qu'on grandit dans la pauvreté, c'est difficile d'en sortir. J'en ai parlé tantôt, avoir faim, stressé parce qu'on ne sait pas comment on va payer le prochain loyer, pas avoir l'argent pour l'autobus, couper dans ses médicaments. C'est vraiment pas facile de chercher un emploi ou d'aller aux études. Fait que si tout le monde avait un revenu stable et des services publics gratuits, on pourrait en finir avec la trappe à pauvreté là, de la société actuelle. Un autre point, ce serait d'en finir avec les préjugés et la stigmatisation. L'idée, c'est un peu comme la pension de vieillesse, c'est que si tout le monde reçoit le même montant puis que tout le monde y a droit, on arrête de juger les gens. On arrête d'avoir une vision où il y a les bons travailleurs puis les mauvais assistés, ou les bons pauvres malades puis les mauvais pauvres paresseux. On fait confiance aux gens pour donner à la société ce qu'ils sont capables. On reconnaît la contribution de tout le monde aussi. Avec un revenu social, on donne de la reconnaissance au travail invisible, comme s'occuper d'un enfant ou d'un parent malade, faire le ménage de la maison, faire du bénévolat, être sur le CA d'un organisme communautaire, faire de l'art. Tout ça, c'est du travail, même s'il n'y a pas de boss qui veut nous donner un chèque de paye pour le faire. C'est des choses qui sont importantes. Euh, le revenu social permet aussi une plus grande liberté de choix. Quand on manque d'argent, on ne peut pas choisir ce qu'on achète. On achète toujours le moins cher, puis on achète le moins possible. Avec le revenu social, les gens pourraient choisir de la nourriture santé ou des vêtements qui n'ont pas été faits par des travailleurs sous-payés, par exemple. Puis finalement, le revenu social permettrait une meilleure redistribution des richesses. Le Québec est assez riche pour sortir tout le monde de la pauvreté. Le revenu social amènerait un partage plus équitable de la richesse. J'en parle tout de suite. Comment on paye pour le revenu social? Ça coûte cher. Toujours ça que le monde dise. La première manière qu'on paye, c'est on économise. Si les gens sont plus dans la pauvreté, ils vont avoir beaucoup moins de problèmes de santé en premier. On économise en soins de santé, on économise en services sociaux, on économise en frais de justice puis de prison aussi. Arrêter de juger des gens qui ont volé de la nourriture parce qu'ils avaient faim. Et on sauve en bureaucratie de l'aide sociale parce qu'on arrête de surveiller le monde étant donné qu'ils ont droit à leur chèque. Autre manière de payer pour le revenu social, c'est d'aller chercher l'argent où est-ce qu'il est. Ça veut dire d'imposer plus les personnes qui ont plus d'argent que ce qu'elles ont besoin et ne pas imposer les personnes qui sont dans la pauvreté. Ça là-dessus, là, la coalition Main Rouge propose plusieurs manières d'aller chercher de l'argent. Fait que je ne vous fais pas toute la liste, là, mais par exemple, on parle d'augmenter les impôts des personnes riches et des entreprises ou d'augmenter le prix des ressources naturelles pour les vendre aux entreprises au lieu de leur donner comme on fait en ce moment. Je termine vite, vite, parce qu'on parle de salaire aujourd'hui. Un tout petit lien euh, pour faire avec le salaire, étant donné, c'est ça. Je vais juste vous citer un certain Michel Chartrand, un syndicaliste qui revendiquait un revenu de citoyenneté qui ressemble pas mal au revenu social. En l'an 2000, Michel Chartrand a dit quand on va avoir le revenu de citoyenneté, c'est la première fois de l'humanité que les femmes ou les hommes, individuellement ou collectivement, quand ils vont aller chercher un emploi, vont pouvoir regarder leur employeur en face et dire, si tu ne me donnes pas de conditions de travail puis de salaire convenable, je m'en retourne chez nous avec mon revenu de citoyenneté. Merci beaucoup. Je passe la parole à l'animation. Merci beaucoup, Stéphane. C'est vraiment une belle fin à cette présentation qui était très, très intéressante. Alors, ben, on va tout de suite tu sais, garder vos questions, prenez-les en note. On va y revenir après les trois présentations parce qu'on touche à peu près le même sujet, hein. C'est une table ronde sur salaire et revenus. Donc, on va tout de suite passer à Serge Petitclerc, qui est coordonnateur du collectif pour un Québec sans pauvreté et qui, lui, va venir nous parler d'un salaire minimum qui nous permettrait de vivre hors de la pauvreté. Donc, on reste dans le même thème. Que dire après Michel Chartrand? C'est c'est une grosse pointure. Alors, en fait, je vais vous partager moi aussi mon écran. En fait, je vais vous parler d'un de nos sujets préférés au collectif, pour ceux qui nous connaissent bien.
on parle toujours, quand on parle de revenus, on finit toujours parler d'indicateurs de pauvreté. Parce que c'est pas tout de dire qu'on veut sortir les gens de la pauvreté. Encore faut-il savoir de quoi on parle exactement. Euh, Parce que souvent, on le voit autant au fédéral qu'au provincial, qu'on entend parler qu'on va sortir les gens de la pauvreté. La question qui se pose assez rapidement, c'est OK, d'accord, mais elle est où la ligne? Ça, c'est un élément quand même assez fondamental lorsqu'on parle de lutte à la pauvreté. Alors, pour ceux qui connaissent aussi le collectif, ça, c'est une image qu'on utilise souvent. On l'appelle le popsicle là, ou le lifesaver, ça dépend des préférences. Mais en fait, c'est une image qu'on utilise souvent au collectif pour expliquer tout ce qui questionne tout ce qui est en lien avec la lutte à la pauvreté. Le rouge, le jaune, le vert. L'image, c'est très simple. C'est que quand une personne n'est pas capable de couvrir ses besoins, elle est, comme le dit l'expression, elle se trouve dans le rouge. Tu sais, la personne vit dans le rouge. À partir du moment qu'une personne peut être considérée comme étant hors de la pauvreté, ben, on considère que cette personne-là est dans le vert. Puis entre les deux, la zone jaune, c'est une zone où on peut dire qu'on couvre ses besoins, mais qu'on n'est pas capable d'être considéré comme étant vraiment sorti de la pauvreté. Alors ça, c'est une image qu'on utilise souvent au collectif. Et il faut se dire aussi que la vie ne se déroule pas nécessairement toujours dans la même zone. Une personne peut être en situation d'extrême précarité, elle peut se trouver un emploi, elle peut changer de situation, se retrouver dans le vert, elle peut reperdre son emploi, se retrouver dans le jaune. Quand une personne arrive à la retraite, bon, beaucoup de personnes assistées sociales le disent, quand j'arrive à 65 ans, ben, mes revenus augmentent, mais je perds certains avantages que j'avais lorsque j'étais à l'assistance sociale. Alors, tu sais, il peut y avoir du mouvement dans la vie et selon aussi la situation socio-économique. Peut-être une chose que je pourrais ajouter à cette image-là, souvent on ajoute deux zones. Ben là, je ne l'ai pas mis pour aujourd'hui, là, mais souvent, dans le haut du vert, souvent on ajoute des petits nuages blancs. Ça, c'est pour les ultra riches, le 1%, des gens qui ont tellement d'argent qui sont au-dessus de tout ça. Et souvent, dans le bas du popsicle, on ajoute une zone noire, c'est-à-dire les gens qui sont carrément sans revenus, des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance, des gens qui sont exclus de tous les programmes. Ça existe encore au Québec. Alors, on pourrait compléter, mais pour aujourd'hui, on va se contenter de ces trois couleurs-là. Là, je vais vous parler d'indicateurs, parce que dire qu'il y a des gens qui sont dans le rouge, dans le vert ou dans le jaune, mais encore, on parle de combien d'argent. Alors, on va parler de les trois principaux indicateurs de pauvreté ou de faible revenu, si vous préférez, que le collectif utilise couramment. Vous avez tous entendu parler de la mesure du panier de consommation, probablement. C'est en fait la mesure, l'indicateur de pauvreté retenu par le gouvernement du Canada officiellement. C'est inscrit dans une loi. On n'est pas nécessairement d'accord avec ça au collectif, mais c'est en dehors pour moi que c'est un indicateur qui est beaucoup utilisé par le gouvernement fédéral et par le gouvernement du Québec pour mesurer la pauvreté au Québec. La mesure du billet de consommation, je ne devrais pas un cours sur les indicateurs aujourd'hui, là, mais la MPC est principalement basée sur un panier de biens et de services qui permet de couvrir ses besoins de base. On parle de se loger, de se nourrir, de se déplacer et de se loger, évidemment, c'est le montant le plus important. On considère qu'en 2023, une personne aurait dû avoir un revenu de 24 200 pour couvrir l'ensemble de ses besoins-là. Et ça, on parle ici pour avoir un niveau de vie modeste. Un niveau de vie modeste, ça veut dire que tu ne vas pas au restaurant, tu ne vas pas en vacances, tu n'invites pas des gens à manger chez toi, tu te contentes d'avoir tu n'as pas de voiture, tu te déplaces en transport en commun quand il y en a, et dans le fond, tu n'as vraiment pas beaucoup d'argent. La deuxième série d'indicateurs qui est beaucoup utilisée, c'est ce qu'on appelle la mesure de faible revenu.
La MFR, dans le fond, c'est souvent utilisé entre autres par les journalistes dans les médias, la mesure de faible revenu. Dans le fond, c'est un indicateur qui a été construit de façon quand même assez simple. C'est sûrement difficile à calculer, là. Je ne suis pas économiste, mais c'est quand même assez simple. En fait, vous avez tous appris dans vos cours de statistiques au cégep, j'imagine, ou au secondaire, qu'il y a une différence entre la moyenne puis la médiane. Pour faire court, la moyenne, c'est quoi? Tu additionnes tous les revenus de toutes les personnes qui habitent au Québec, tu divises par 6 millions de personnes qui payent, qui sont des adultes puis qui ont un revenu. Puis là, ça donne la moyenne des revenus. La mesure de faible revenu, c'est pas ça qu'elle fait. Elle prend tous les revenus de tout le monde, puis elle regarde en plein milieu, tu sais, autour du 3 millionième Québécois, Québécois, c'est quoi son revenu? De revenu médian. Un revenu médian, aujourd'hui, en 2023, c'était autour de 56 000 dollars. OK? Alors, on dit, bon, ben, on coupe ce montant-là en deux. Ça donne 28 138 dollars. Et ça, c'est le montant que si une personne n'a pas ce montant-là, il est considéré comme étant à faible revenu. Donc, si vous vous souvenez, les MPC, c'était à 24 200. La petite barre dans le rouge là, qui est en pointillé. Donc, la mesure de faible revenu, c'est un peu plus élevé que la mesure du panier de consommation. La MFR 60, c'est 60 de la médiane, fait que 60 du fameux montant, je vous ai dit, de 56 000. Ça donne 33 765. Pourquoi on l'utilise? On l'utilise assez peu au Québec, en fait, cette mesure-là, mais c'est une mesure qui permet de faire des comparaisons internationales lorsqu'on se compare, entre autres, avec les pays d'Europe, parce qu'en Europe, dans l'Union européenne, c'est beaucoup plus cet indicateur-là de faible revenu qui est utilisé. Donc, c'est important de l'avoir quand même en arrière de la tête. Et le dernier, non le moindre, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'on a une présentation là-dessus tout de suite après là, avec Guillaume. Dans le fond, le revenu viable ressemble beaucoup à la MPC dans le sens qu'on parle d'un indicateur qui est basé sur des dépenses réelles selon les villes. Là, je vous ai indiqué le montant pour la ville de Montréal en 2023, 32 252 dollars. Dans le fond, c'est un montant, pour reprendre la définition de l'IRIS, c'est un niveau de revenu nécessaire pour être en mesure de se payer le panier de biens et de services permettant d'échapper à une situation de pauvreté. Donc, c'est un montant où on pourrait considérer que la personne est sortie de la pauvreté. Pourquoi je vous parle de ces indicateurs-là? C'est quand on veut parler de salaire et des différents types de programmes sociaux au Québec, il faut être capable de faire des comparaisons entre les différents indicateurs et les différents revenus. Au Québec, on n'a pas de revenu social universel garanti, comme vous le savez bien, mais les principaux programmes de soutien du revenu, mettons le dernier filet de sécurité sociale, il y en a deux grands types. Hein. Pour les personnes de moins de 65 ans, c'est-à-dire pour les adultes de 18 à 64 ans, c'est l'assistance sociale. Et pour les personnes aînées, c'est la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que ces programmes-là permettent aux gens de sortir de la pauvreté? Ça dépend de quel indicateur que tu utilises. Du côté droit, vous voyez les principaux indicateurs que je vous ai présentés, mais vraiment très brièvement, c'est-à-dire la MFR 60, le revenu viable, la MFR 50 et la MPC. Alors, et à gauche, vous avez les trois principaux programmes d'assistance sociale, c'est-à-dire le programme d'aide sociale, le programme de solidarité sociale et le programme de revenu de base. Je sais que ça risque de changer avec la nouvelle loi qui a été adoptée, le projet de loi 71, mais il en demeure pour moi que pour le moment et jusqu'à preuve du changement, ben, ce sont les montants qui s'appliquent. Et vous avez au-dessus le supplément de revenu garanti lié à la sécurité de la vieillesse quand une personne atteint l'âge de 65 ans. On voit très clairement que l'ensemble des programmes d'assistance sociale fait en sorte que les gens se retrouvent avec un revenu inférieur au minimum requis pour satisfaire ses besoins, c'est-à-dire la mesure du panier de consommation qui est à 24 200 dollars. On voit que Stéphane parlait tantôt que la prestation de base à l'assistance sociale est de 807 dollars. Ben, quand tu additionnes les 12 mois,
et que tu additionnes les crédits d'impôt disponibles, c'est-à-dire les crédits d'impôt pour solidarité et le remboursement de TPS au fédéral, on se retrouve au programme d'aide sociale avec un montant faramineux de 11 245 qui n'est même pas la moitié du minimum reconnu au Canada comme était le minimum pour satisfaire ses besoins de base pour avoir un niveau de vie modeste. Même en solidarité sociale, c'est-à-dire lorsqu'on a reconnu une contrainte sévère à l'emploi, on a reconnu une incapacité de travail. Excusez-nous. Oui, Excusez-nous, excusez. on va Un petit changer changement, d'interprète. Ouais, pas de aux 20 trouble, minutes. Un indice. Merci. aucun problème. Juste un pingler, Jerry, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ce beau travail. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Dites-le si je parle trop vite, hein? Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas. OK, Allez-y à votre rythme. parfait. Merci beaucoup. Ben, je vais essayer de parler un peu moins vite quand même. Alors, tout ça pour dire que dans le cas du programme de solidarité sociale, même pour les personnes à qui on reconnaît une incapacité de travail, sur le long terme, on offre un montant de 16 693 ça, c'est le montant pour l'année 2024. Alors, c'est nettement insuffisant pour satisfaire l'ensemble de ses besoins. Et même dans le cas du programme de revenu de base, si vous vous souvenez à l'époque, lorsqu'il a été mis en place, c'était pour faire en sorte qu'une personne qui se retrouve avec une contrainte sévère long terme, c'est-à-dire de plus de 5 ans et demi, ben, on avait dit dans le troisième plan de lutte contre la pauvreté qu'on allait permettre à cette personne-là de couvrir ses besoins de base. Vous voyez, le montant est de 21 085, contrairement à la MPC qui est à 24 200. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Statistique Canada a révisé en 2018 sa manière de calculer la mesure du panier de consommation en augmentant les montants, notamment pour payer des frais de logement, parce que les loyers n'arrêtent pas d'augmenter, d'augmenter et d'augmenter. Mais le gouvernement du Québec, c'est pas appuyé sur le nouveau calcul, ils ont gardé l'ancien. Alors, c'est pour ça que même le programme de revenu de base ne permet pas de couvrir l'ensemble de ses besoins de base. Ça, c'est pour la portion assistance sociale. Quand vous regardez du côté de la sécurité du revenu de la vieillesse, 24 752 vous remarquerez que c'est un peu plus que la mesure du panier de consommation. Donc, ça fait en sorte qu'actuellement, une personne âgée de 65 ans et plus se retrouve avec un montant quand même supérieur au minimum requis. Si une personne se retrouve avec le supplément de revenu garanti, la sécurité de la vieillesse et qu'elle a 70 ans, il se rajoute un crédit d'impôt de 2 000 en plus de tout ça. Donc, ça amène les personnes à 26 000, ce qui l'éloigne un peu plus de la mesure du supplément de consommation. Mais là où il faut faire attention, c'est que même dans ces situations-là, on ne peut pas considérer que la personne est vraiment sortie de la pauvreté. Vous vous souvenez de l'image, du rouge, du jaune et du vert. Ça veut dire que avec la sécurité de la vieillesse, la personne se retrouve avec un peu plus que le minimum, mais elle demeure en situation de pauvreté. Ça, c'est pour les principaux programmes de sécurité du revenu qui sont appliqués au Québec. Maintenant, il y a la question du salaire. Le fameux salaire minimum qui est actuellement de 15,75 Lorsque une personne travaille au salaire minimum à 15,75 auquel on ajoute certains crédits d'impôt, sensiblement les mêmes que pour les personnes assistées sociales et les personnes âgées, là. Si vous regardez tout en bas, le salaire minimum, j'arrête pas de le pointer, mais vous ne voyez pas ce que je pointe, hein? Fait que ça ne sert à rien. Euh, vous regardez tout en bas, salaire, Salmine, là, c'est pour salaire minimum, 15,75 les gens se retrouvent, après impôt, après transfert, avec un revenu de 26 294 Ça veut dire très clairement qu'une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum, même si elle couvre ses besoins, il faut la considérer comme étant en situation de pauvreté. Je veux dire, on a souvent entendu parler depuis des années du phénomène des travailleurs pauvres, des travailleuses pauvres, autant au Québec que dans le reste du Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, mais c'est vraiment le cas au Québec. Avec un salaire minimum à 15,75, c'est condamner les gens à la pauvreté. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs,
lorsque, voilà quelques années, quand on travaillait pour la campagne pour un salaire minimum à 15 $ de l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà quelques années, autour de 2016, le collectif avait pris la peine de faire une petite étude auprès de travailleurs et de travailleuses qui occupaient un emploi au salaire minimum ou proche du salaire minimum, là, entre 15 et 18 $ de l'heure. Et on a constaté que ces personnes-là, souvent, vivaient des conditions de vie qui ressemblaient beaucoup à celles des personnes assistées sociales, des personnes âgées qui reçoivent le supplément de revenu garanti. C'est vrai qu'elles ont un salaire. Et quand tu as un salaire, peut-être que tu subis moins de préjugés, mais ça ne veut pas dire que tes conditions de vie sont bien meilleures. C'est important, je pense, de se le rappeler. Alors là, la question, je sais que c'est déjà, vous voyez la réponse, là, mais quand même, il faudrait un salaire de combien pour être capable d'être sorti réellement de la pauvreté? J'ai mis quatre autres chiffres, je les ai pas choisis par hasard. 18 $ de l'heure. 18 $ de l'heure, c'est la campagne que le collectif a menée avec notamment des partenaires syndicaux et le Front de défense des non-syndiqués, la campagne minimum 18. On voit qu'un salaire minimum à 18 $ de l'heure en 2024 aurait donné un salaire de 28 120 $. Si vous regardez, c'est encore dans le jaune. C'est mieux, on s'entend. 28 000 $, c'est plus que 26 000. Mais il en demeure pas moins que même en travaillant à temps plein à 18 $ de l'heure, on demeure en situation de pauvreté. Il y a eu des discussions au sein de la coalition minimum 18 pour augmenter ce montant-là à 20 $ de l'heure ou même à 21. On voit 30 000 un salaire minimum à 20 $ de l'heure. C'est encore en dessous du revenu viable et de la mesure de faible revenu à 60 de la médiane, qui représenterait quand même un montant qu'on pourrait considérer comme étant de la sortie de pauvreté. Donc, j'ai fait des simulations, pas très compliquées. Vous pouvez tous et toutes le faire en allant sur le ministère des Finances, en utilisant la calculette du ministère des Finances. Vous allez voir que pour arriver au revenu viable, il faudrait un montant de salaire autour de 22 $ de l'heure. Et dans le cas de la MFR 60, il faudrait avoir un salaire minimum autour de 23 piastres de l'heure. Là, je n'ai pas été à la scène près, là, on s'entend. C'est des gros, c'est des chiffrons. Mais il en demeure pas moins que lorsque vous allez entendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, l'annonce de la hausse du salaire minimum pour cette année, qui risque d'être relativement faible. Jean Boulet, le ministre du Travail, a déjà dit que pour épargner les petites et moyennes entreprises, il faut respecter la fameuse loi de ne pas dépasser un certain pourcentage du salaire industriel moyen. Ça fait en sorte que cette année, on risque de se retrouver avec une hausse du salaire minimum de peut-être quoi? 25 cents, 50 cents. L'année dernière, ça avait été 75 sous. Fait que même si on se retrouve avec un salaire minimum à 16 $ et 50 $, on va se retrouver encore dans une situation où les travailleurs et travailleuses à temps plein vont être en situation de pauvreté. Et puis là, on ne parle pas des gens qui travaillent à temps partiel. Parce que selon les statistiques les plus récentes que j'ai regardées dernièrement, c'est entre 30 et 40 des travailleurs et travailleuses au salaire minimum qui se retrouvent dans des situations précaires, c'est-à-dire des emplois précaires, c'est-à-dire des emplois à temps partiel, des emplois temporaires, des emplois qui ne sont pas à l'année, des emplois avec des horaires coupés, des emplois non syndiqués, pas d'assurance. Pas d'assurance collective là, pour les frais médicaux. Stéphane, tantôt, parlait de l'accès aux soins dentaires, aux soins de la vue, etc. Ben, si tu n'es pas couvert par une assurance et que tu travailles au salaire minimum, tu es assurément en situation de pauvreté. Ça fait 19 minutes, je vais arrêter là, mais ce qu'on peut retenir, c'est lorsque vous entendez parler de pauvreté dans un média ou de la bouche d'un politicien, il faut toujours essayer de comprendre de quel indicateur il parle en arrière de son affirmation, parce que ça fait toute la différence. Merci beaucoup. Alors, merci Serge. Merci beaucoup Serge. Avec toutes ces données, là, ça va. Puis quand on va, je le répète, je l'ai écrit dans le clavardage, mais on va vous transmettre les présentations là, dans les prochains jours. Fait que vous pourrez retourner voir ces chiffres-là. En tout cas, moi,
Ça m'a beaucoup éclairé sur les différents types de mesures, puis les différents, même avec en tête, quand on a en tête le 18 de l'heure, puis qu'on se rend compte qu'on reste encore dans la pauvreté, ça nous sonne des cloches. Je vais Ouais. vous mettre dans le chat, on a un document PDF là, qui s'appelle Quelques chiffres à garder sous la main. Ça présente un peu tous les chiffres que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vais le mettre dans le chat. Ah, ben merci beaucoup. Merci. Alors, on passerait à notre dernier conférencier. Je continue à vous demander de conserver vos questions, vos commentaires pour qu'on puisse les partager tantôt dans une discussion. Alors, on a maintenant Guillaume Tremblay-Boilly, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, tout le monde le connaît sous le nom d'IRIS, hein, qui va nous faire une présentation qui s'appelle Le revenu viable, un outil pour mieux comprendre les situations de pauvreté. À toi, Guillaume. Bonjour tout le monde. En fait, vous allez voir que ma présentation va être très complémentaire avec celle de Serge. Puis c'est pas vraiment surprenant parce que, en fait, pour développer le revenu viable au fil des années, on a beaucoup travaillé avec le collectif pour un Québec sans pauvreté, principalement avec Viviane Labrie, qui a publié le revenu viable avec nous pendant plusieurs années puis qui fait encore partie de nos discussions régulièrement sur la méthodologie à chaque fois qu'on a des questions, qu'on fait des révisions. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait en commun au fil des années. Peut-être quelques mots sur l'IRIS avant de commencer. L'IRIS, on est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 2000. Donc, ça va faire 25 ans dans l'année qui vient que l'IRIS existe. Notre but, en fait, c'est d'analyser les politiques publiques et l'économie du Québec pour mieux les comprendre et pour les transformer. Donc, ce qu'on fait, c'est des recherches qui sont rigoureuses, qui s'appuient sur des données fiables mais avec une perspective progressiste, donc pour aider à construire une société plus juste. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de 5 grands points. D'abord, le revenu si viable, c'est quoi? Ensuite, comment on calcule le revenu viable? Le revenu viable et les autres indicateurs de la pauvreté. Ensuite, je vais vous présenter quelques données sur le revenu viable qui a été calculé dans les dernières années dans différentes localités pour vous donner une idée de comment ça varie selon les endroits. Et finalement, on verra si on a le temps rendu là, mais je vais peut-être vous parler de pistes pour atteindre le revenu viable. Puis si on n'a pas le temps d'en parler dans ma présentation, ben, on pourra y revenir pendant la période de questions. Donc d'abord, le revenu viable, c'est quoi? Ben, en fait, le revenu viable, c'est un outil de mesure qui a été développé par l'IRIS. C'est ce qui permet d'évaluer le revenu nécessaire pour atteindre un niveau de vie sans pauvreté au-delà de la seule couverture des besoins de base. Donc, à quoi ça sert le revenu viable? Ça sert à faire le portrait d'un milieu, ça sert à revendiquer des améliorations, ça sert à mieux comprendre les situations de pauvreté et à changer les conditions d'accès à certains services. Tout ça, ça peut avoir l'air assez abstrait, peut-être même un peu bureaucratique, technocratique, mais ça peut avoir des répercussions très, très concrètes dans la pratique. Un exemple que je trouve intéressant, c'est les conditions d'accès au logement social, au HLM, les critères qui sont fixés par la Société d'habitation du Québec et qui sont mis en pratique par les différents OMH, là, les offices municipaux d'habitation dans les différentes régions du Québec. En fait, pour déterminer qui peut avoir accès ou non à un HLM ou au programme de supplément de loyer, les OMH s'appuient sur la MPC. Si au lieu de s'appuyer sur la MPC, il s'appuyait par exemple sur le revenu viable, ben, ça ferait en sorte que automatiquement il y aurait davantage de personnes qui pourraient être éligibles à un logement social. Même chose pour les tarifs solidaires pour le transport en commun. C'est quelque chose qui est mis en place dans différentes villes au Québec. Mais évidemment, selon le seuil qu'on choisit pour fixer le tarif solidaire, ben, il va y avoir plus ou moins de gens qui vont y avoir accès.
Le revenu viable est calculé par l'IRIS à chaque année depuis 2015. C'est quelque chose on l'a pas développé à partir de rien. On s'est inspiré de démarches semblables qui se faisaient dans le reste du Canada et aux États-Unis, qui s'appellent le Living Wage. Au départ, on le calculait seulement pour Montréal et Québec, mais au fil des années, on a ajouté d'autres grandes villes du Québec, donc Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay et Sept-Îles. Donc, à chaque année, on le calcule pour ces 7 villes-là qu'on considère comme 7 grands centres. Mais il y a eu une nouveauté l'année dernière, l'ajout de localités hors des grands centres. Donc, il y a eu une étude que j'ai signée qui incluait 33 localités hors des grands centres dans 3 régions du Québec, Montérégie, Gaspésie-de-la-Madeleine et Côte-Nord. Mais pour nous, ça a été une sorte de première étape, en fait. Maintenant, on est vraiment en démarche pour élargir encore plus le calcul du revenu viable en dehors des grands centres. Donc là, tout récemment, on vient de publier une étude sur le revenu viable en Estrie avec 22 municipalités différentes. Je suis en train en ce moment de travailler sur une publication sur le revenu viable à la baie James. Donc, 5 nouvelles localités en région éloignée qui vont s'ajouter. Je mentionne aussi au passage que si jamais vous êtes intéressé à ce qu'on calcule le revenu viable pour votre région, c'est possible de nous approcher, puis on pourra en discuter, voir si c'est quelque chose qui est faisable. Comment on calcule le revenu viable? D'abord, on le calcule pour 3 types de familles. On le calcule pour une personne seule, une famille monoparentale avec un enfant et une famille de 2 adultes, 2 enfants. Donc, en fait, le montant que Serge vous a présenté, c'était le montant pour une personne seule à Montréal. Mais donc, juste avec la publication annuelle du revenu viable pour les 7 grands centres, étant donné qu'il y a 7 grands centres et 3 familles, mais en fait, il y a 21 revenus viables différents. Mais quand on en ajoute, par exemple, bon, les 33 localités du revenu viable hors des grands centres première édition, ben, ça représentait 99 revenus viables différents. Vous voyez, ça se multiplie assez vite. Donc, en fait, on compile et on collecte des données sur le coût de différents biens et services. Ça implique certains choix méthodologiques. Qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on inclut pas. Les principaux volets, c'est l'alimentation, les vêtements, le logement, le transport, les autres nécessités, les soins de santé qui sont pas couverts par la RAMQ, par l'assurance maladie, donc dentiste, optométriste, psychologue, etc. Et les frais de garde dans le cas des familles avec enfants. Les sources de données qu'on utilise sont variées. Une des plus importantes, c'est le panier à provision nutritif et économique. Ça, c'est un outil qui a été développé par Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, qui est un organisme formé principalement de nutritionnistes qui s'appelait auparavant le Dispensaire diététique de Montréal et qui, depuis des décennies, fait le calcul à chaque année de combien coûte une liste d'environ une soixantaine d'aliments dans différentes épiceries. Auparavant, ils calculaient juste pour Montréal. Puis maintenant, en fait, ils sont en train de déployer une application qui permet de le calculer dans plusieurs régions du Québec. Donc ça a été pour nous une porte ouverte pour justement calculer le revenu viable en dehors des grands centres. On utilise aussi évidemment des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, des données de Statistique Canada, différents types d'entreprises et de services, par exemple, pour calculer le coût des télécommunications, des forfaits cellulaires, ce genre de choses-là, et l'enquête auprès d'acteurs locaux pour mieux refléter la réalité locale des différentes localités pour lesquelles on le calcule. Comment le revenu viable se compare avec d'autres indicateurs de la pauvreté? Ben ça, en fait, je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que Serge en a déjà parlé, mais en gros, il y a 3 autres mesures qui sont utilisées pour suivre les situations de pauvreté. La MPC, donc la mesure du panier de consommation, la MFR 50 et la MFR 60. Ce qu'on dit à l'IRIS quand on parle du revenu viable, c'est qu'en fait, toutes les mesures de pauvreté sont complémentaires. Ça permet de voir la pauvreté comme un continuum. Donc là-dessus, ben, j'étais pas familier avec le popsicle, là, la gradation
du rouge au vert que Serge nous a montré, mais je trouve que c'est vraiment une bonne façon de représenter cette idée-là de la pauvreté comme continuum. Donc, on peut avoir un certain niveau de revenu dans une année, mais ça se peut que notre revenu change. On peut avoir une augmentation, on peut avoir une baisse de salaire, on peut avoir une diminution ou une augmentation de nos heures de travail, on peut changer d'emploi. Il peut y avoir des sources de revenus qui peuvent être coupées. Par exemple, il peut y avoir des changements politiques qui font en sorte que tel ou tel crédit d'impôt va être coupé ou inversement qu'une nouvelle allocation familiale va être ajoutée. Le revenu change, mais les coûts changent aussi. Donc, évidemment, dans les dernières années, on a été très frappé par l'inflation, entre autres du coût des aliments et par la crise du logement. Donc, ça, c'est des facteurs à prendre en compte qui Pardon, nous montrent il va y que... avoir un changement d'interprète. Ah, Désolé. OK. Audrey épinglé, Yvan Boucher, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, l'évolution des revenus d'une personne au cours de l'année et l'évolution des coûts des différents biens et services que la personne doit se procurer font en sorte que la situation de pauvreté ou de sortie de la pauvreté est jamais parfaitement stabilisée. Et donc, ça veut dire que pour réellement sortir de la pauvreté, il faut avoir de la marge de manœuvre, il faut avoir du lousse. Euh, la mesure du panier de consommation, c'est la couverture des besoins de base. C'est le seuil de pauvreté officiel au Canada depuis 2019. C'est basé aussi sur un panier de biens et services. Euh, la mesure du panier de consommation pour une personne seule à Montréal en 2023, c'était 24 200. Euh, mais c'est pas assez pour réellement sortir de la pauvreté. Donc, les limites de la MPC, c'est que vivre sans pauvreté, ça signifie pas uniquement couvrir ses besoins de base. Donc, pour une personne seule, en 2023, c'était 24 200, mais on a calculé cette année que dans les grands centres, ça coûtait entre 30 700 et 38 500 dollars pour atteindre le revenu viable, donc c'est-à-dire avoir une réelle possibilité de sortir de la pauvreté. L'écart entre les deux, c'est la possibilité de maintenir son autonomie, de faire des choix, de s'intégrer pleinement à la société. Donc, le revenu viable, en gros, on peut dire que c'est un peu comme la MPC, mais à laquelle on ajoute un peu de marge de manœuvre. Donc, on inclut, par exemple, un fonds d'urgence, un fonds pour l'éducation et l'épargne, une personne qui peut aller chercher une formation dans l'espoir d'améliorer sa situation d'emploi. On inclut des soins de santé qui sont pas couverts. On inclut aussi des extras, vacances, sorties, petites dépenses, etc. Euh, le, la MFR, la MFR, en fait, c'est la mesure du faible revenu. C'est un pourcentage du revenu médian. C'est surtout utilisé pour établir le taux de faible revenu dans différentes localités, dans différentes MRC. Donc, c'est vraiment pratique pour les comparaisons interrégionales. La MFR 60, elle, ça correspond à 60% du revenu médian. C'est particulièrement utile pour les comparaisons internationales. Puis en fait, pour les comparaisons internationales, c'est peut-être même presque obligatoire d'avoir recours à une mesure comme la MFR parce que il serait extrêmement difficile de créer des paniers de biens et services qui seraient comparables, étant donné que les goûts, les pratiques culturelles, les choix de consommation peuvent être très différents d'une société à l'autre. Donc, en ayant une mesure relative comme la MFR, ça permet d'établir plus facilement des comparaisons. Euh,
Dans les grands centres, ce qu'on constate année après année quand on fait le calcul, c'est que le revenu viable est assez proche de la MFR 60. Donc, on pourrait se demander à ce moment-là pourquoi est-ce qu'on utilise le revenu viable? Ben, en fait, c'est tout simplement parce que justement, c'est une mesure absolue. Donc, une mesure relative comme la MFR, c'est basé sur ce dont on dispose par rapport à ce dont les autres disposent. Ça nous dit rien sur qu'est-ce qu'on peut acheter ou pas avec ce montant-là. Tandis que le revenu viable, ben, c'est une mesure absolue qui est basée sur un panier de biens et services, donc ça mérite d'être clair et concis. Et avec le revenu viable, on peut tenir compte des réalités locales, donc avoir un revenu viable qui varie selon les situations locales, alors que la MFR est basée sur la réalité pan-canadienne. Euh, je vais présenter quelques chiffres. Euh, donc en fait, ben, j'aurais pu faire beaucoup de choix différents, vous présenter toutes sortes de données. J'ai décidé de me concentrer sur les personnes seules et les familles de 4 personnes. Je vous présente 6 des 7 grands centres. Et ensuite, je vous présente les données non, pardon, je vous présente les 7 grands centres et je vous présente les données pour Bromont. Euh, les 7 grands centres, ben d'abord, ben c'est le calcul qu'on fait annuellement depuis plusieurs années. Ce que vous pouvez voir, en fait, c'est à quel point le revenu viable est plus élevé à cette île. C'est 43 609 pour une personne seule, alors que le deuxième plus élevé, c'est Montréal à 38 500 à chaque fois, ça surprend certaines personnes parce qu'on a cette idée en tête que la vie coûte moins cher en dehors en fait, en région plus éloignée, que la vie coûterait moins cher. Mais un des facteurs qui explique cette idée-là, c'est le fait qu'on insiste souvent sur le loyer comme principal facteur. Et c'est vrai que de manière générale, les loyers sont moins élevés quand on sort de la métropole et de la capitale. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, souvent à l'extérieur des grands centres ou dans un grand centre en région éloignée comme cette île, ben, on est très dépendant de la voiture. Donc, dans le cas d'une personne seule, à cette île, on inclut une voiture, alors que dans tous les autres cas, on considère que c'est possible de se débrouiller et de sortir de la pauvreté en utilisant le transport en commun. Puis le même phénomène, grosso modo, s'observe avec la famille de 4 personnes. Dans les grands centres, on considère généralement qu'une famille de 4 peut fonctionner avec une seule voiture, tandis qu'à cette île, euh, on, euh, on doit avoir 2 voitures pour réellement être autonome. Et pourquoi j'ai mis Bromont? Ben en fait, j'ai mis Bromont pour montrer que, ben d'abord que ce phénomène-là, ça s'applique vraiment pas seulement à des régions éloignées comme la Côte-Nord ou la Gaspésie. Donc à Bromont, même si on est très près de Sherbrooke, on est à environ 1 heure et demie de Montréal, donc on est quand même assez proche de la métropole. On est dans une zone avec une assez forte densité de population, mais le transport en commun est presque inexistant. Donc, à Bromont aussi, on a inclus 2 voitures pour une famille de 4 et une voiture pour une personne seule. Mais en plus, on se retrouve dans une ville où, en fait, pour le dire simplement, Bromont est considéré comme une ville riche. Donc, le coût du logement est vraiment plus élevé et le coût des autres services aussi est plus élevé. Donc, l'alimentation est plus chère, les soins de santé sont plus chers. Ça fait en sorte que, en fait, pour une personne seule, c'est probablement plus difficile de vivre dans la pauvreté à Bromont que de vivre dans la pauvreté à Sherbrooke, par exemple. Parce que ça va être encore plus difficile de trouver un logement abordable. On va payer plus cher pour le dentiste, on va payer plus cher pour la nourriture. Euh, C'était aussi le cas, par exemple, dans l'étude sur le revenu viable hors des grands centres
Pour la Montérégie, on constatait qu'à Saint-Lambert, il y avait le même phénomène. Donc, les loyers étaient nettement plus chers, les frais de santé étaient plus élevés, la nourriture était plus chère. Donc, ça faisait en sorte que même si on avait calculé que à Saint-Lambert, c'était possible de fonctionner en utilisant le transport en commun, parce que c'est tout près du métro Longueuil, Université de Sherbrooke, malgré ça, on se retrouvait avec un revenu viable qui était très proche de celui de la Gaspésie, de plusieurs localités de la Gaspésie ou de localités de la Côte-Nord où est-ce qu'on a besoin d'avoir une voiture pour une personne seule et deux voitures pour une famille de quatre personnes. Euh, je voulais juste regarder l'heure. Donc, n'empêche, Bromont, Saint-Lambert, ça fait un peu figure d'exception pour les localités pour lesquelles on l'a calculé. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que plus on s'éloigne des grands centres, plus le revenu viable est élevé. Pourquoi? À cause du coût de la nourriture qui est plus élevé. Souvent, ce qu'on va constater, c'est que dans les petites localités où est-ce qu'il y a seulement une petite épicerie indépendante, ça va coûter nettement plus cher que dans les localités où est-ce qu'il va y avoir des grandes chaînes d'épicerie. Euh, il y a l'autre facteur qui est extrêmement important, c'est la dépendance à la voiture. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que les communautés les plus éloignées sont souvent aussi celles qui sont les plus dévitalisées. Donc, ça va être des communautés où le revenu viable est plus élevé, mais les revenus réels de la population sont souvent plus bas que dans les grands centres, entre autres parce qu'il y a moins d'opportunités économiques.